Ce qui s'est passé dans l'alvéole, c'est qu'on a d'abord débuté par un échange pour voir un peu d'où on venait, ce qu'on avait comme un peu réflexion sur la question en général. Ensuite, on est allé faire du terrain. Donc, on était tous accompagnés d'un guide qui est quelqu'un qui est un résident de plus ou moins longue date, qui est quelqu'un qui a des implications citoyennes à différents titres, qui a un regard particulier sur le quartier. Et donc, ces gens-là nous transmettaient une façon de voir le quartier, une façon de lire le quartier, une façon d'envisager l'avenir, les perspectives d'avenir de ce quartier-là. Et au retour, on a discuté entre nous en présentant brièvement ce qu'on avait retiré de cet exercice-là. Et ensuite, on s'est brièvement intéressé à quels sont les éléments qui nous apparaissent les points d'ancrage principaux d'une stratégie d'intervention qui vise notamment à mieux articuler le social et le spatial, donc les politiques sociales avec notamment les pratiques d'aménagement et pratiques d'urbanisme. En fait, si j'avais une recommandation à faire à des urbanistes, mais aussi à des gens du domaine social, ça serait que d'abord, il faut comprendre qu'une société sans espace, ça n'existe pas. Toutes les sociétés sont dans un espace, sur un territoire, et que toutes les politiques sociales, peu importe que ce soit dans le domaine de l'impôt, que ce soit dans le domaine de la politique familiale, nécessairement, ça va atterrir en quelque part dans l'espace. Ça, pour moi, c'est la première considération. On n'est jamais dans un univers complètement détaché du spatial. La conséquence de cette reconnaissance, de la reconnaissance de ce fait-là, c'est que l'espace, par définition, est ségrégué. Tous les quartiers ne sont pas équivalents, tous les milieux de vie ne sont pas de même qualité. Il y a des gens qui ont plus les moyens de choisir leur quartier que d'autres. Il y a des gens qui n'ont pas le choix de leur quartier, qui vivent dans des milieux défavorisés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les revenus, ils n'ont pas les moyens de vivre ailleurs. Et donc, dans ce contexte-là, si on adopte des politiques sociales sans tenir compte des disparités spatiales, on risque d'offrir la même chose à tout le monde. Or, manifestement, il y a des milieux plus difficiles où si on n'insiste pas davantage, si on n'accompagne pas la politique de mesures spécifiques pour atteindre le citoyen et pour notamment contourner un peu les contraintes, bien, il n'y aura pas de résultats. Et je donnais l'exemple ici dans le quartier de la Place Valois. Si la Ville de Montréal n'était pas intervenue pour déménager l'entreprise Lavaux, pour approprier le corridor ferroviaire, pour réfléchir à ce que pouvait être une place publique, pour lancer des programmes de logements sociaux, de logements coopératifs, on n'aurait pas eu la place Valois. Alors que dans l'arrondissement Saint-Laurent, le quartier, il y a un quartier qui a été développé dans les années 70, il y a des squares, il y a des places publiques partout dans le quartier. Personne n'a eu besoin de forcer le promoteur à le faire. Ça allait de soi que le promoteur était pour le faire. Et ça illustre bien le fait que la même nature d'aménagement ne peut pas être implantée dans les mêmes conditions partout. Et ça vaut pour les politiques familiales, ça vaut pour les politiques d'accès à l'emploi, ça vaut pour les politiques de mobilité. Il faut tenir compte du fait que dans certains milieux, on est confronté à des contraintes très lourdes et que si on n'intervient pas en insistant davantage avec des moyens particuliers, on n'aura pas les mêmes résultats que dans un autre quartier. Pour moi, l'enjeu le plus important, le plus significatif ou le plus prioritaire en matière de politique sociale, c'est de tenir compte justement des différences entre les milieux. On ne peut pas avoir une politique sociale de même nature et l'appliquer de la même façon dans Antique, dans Parc Extension, dans le Sud-Ouest, dans Hochelaga-Maisonneuve ou dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Il y a des milieux qui sont plus susceptibles d'accueillir plus facilement une politique, d'en profiter davantage que d'autres milieux. Et là, ça veut dire qu'il faut utiliser un principe qu'on connaît depuis longtemps, c'est le principe de la discrimination positive. C'est-à-dire que pour rompre certaines barrières, pour permettre de composer avec certaines contraintes lourdes, il faut des moyens d'exception, il faut faciliter les choses par rapport à ces milieux-là et il faut accepter qu'on soit obligé de recourir à des mesures spécifiques. Je pense que le mot qui résume le mieux ce qu'est ce genre d'exercice et d'autres similaires, c'est indispensable. Il faut que, comme collectivité, comme citoyen plus ou moins engagé, on participe à des événements comme ça et qu'on se donne des moyens à la fois de réflexion et à la fois d'action collective qui vont permettre de faire avancer les choses.